Alors nous voilà arrivés au dernier panel qui a pour titre Utopie et au cours duquel les deux intervenants vont construire une véritable cohérence avec à la fois mon enseignement et ma leçon inaugurale qui avait pour titre Urgence d'écrire, rêve d'habiter. Michel Pierre-Louis, dans une très belle formule, parlera d'habiter le rêve. Et Laïnek Urbon conclura habiter le monde à partir d'Haïti. Alors, Michel Pierre-Louis est président de la Fondation Connaissance et Liberté Focale, membre du réseau international de l'Open Society Foundations. Elle a été première ministre d'Haïti en 2008-2009. Elle enseigne l'histoire des sociétés caribéennes et le 19e siècle haïtien à l'université Quisqueya à Port-au-Prince. Membre du collectif de rédaction de la revue Chemin Critique, elle y publie articles et recensions. Elle a également publié dans la revue Intranquillité et en anglais dans la compilation d'articles Greening in the Red Zone, Disaster, Resilience and Community Greening, sous la direction de Kate Tibal et Marianne Crancy en 2014, et dans The Haiti Exception Anthropology and the Predicament of Narrative, édité par Alexandra Bénédicte Coquin, entre autres, à Liverpool University Press en 2016. Michel Duvier-Pierre-Louis a reçu de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière, dont un doctorat honoris causa de St. Michael College du Vermont, un doctorat honoris causa de l'Université de San Francisco en 2014, Resident Fellow à Harvard University en 2010. Elle est également membre de la Commission internationale contre la peine de mort créée en 2010 par le président Zapatero d'Espagne, membre du Haut Conseil pour la médiation créé en 2017 par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Michel, tu as la parole. Bien, bonsoir tout le monde. Je tiens d'abord à remercier Yannick de m'avoir invité à ce colloque de clôture auprès de collègues qui ont eu des présentations de très haute facture. Yannick m'a posé un défi. Dans sa leçon inaugurale, elle l'avait intitulé « Le rêve d'habiter ». Et moi, elle me demande de vous parler d'habiter le rêve. Comme en Haïti, le revers porte chance, j'espère que ma communication se fera sous cet angle-là. Habiter le rêve. Quelle part de rêve dans un pays qu'on dit voué à la disparition, auquel on ne cesse d'attribuer épithètes et anathèmes indignes, le pays le plus pauvre, le pays ingouvernable, le pays gangréné par une violence destructrice, le pays des catastrophes humaines et naturelles, le pays qu'on cherche à fuir, le pays où, pour paraphraser Michel Foucault, la mort est devenue un non-événement. Oui, le pays est pauvre. Les gangs armés frappent aveuglément, adossés, dit-on, aux puissances d'argent et aux cercles du pouvoir qui les alimentent continuellement en armes et munitions illégales, le chaos générant des profits inavouables. Oui, les jeunes désespèrent et s'en vont chercher ailleurs un avenir fantasmé. Fuir la dynamique calamiteuse qui s'est installée prend de l'ampleur et semble pour le moment tellement difficile à endiguer. Il y a aussi celles et ceux qui tentent la traversée du canal du vent, priant Dieu et Esprit protecteur que le miracle de l'arrivée sur la rive floridienne puisse enfin s'accomplir, niant ainsi au fond d'eux-mêmes le désespoir refoulé de la certitude du rapatriement ou de la mort. Mais le pays Haïti est-il réductible aux malheurs qui l'ont frappé et continue de l'éprouver inlassablement depuis ce jour où, en cette fin du XVIIIe siècle, le peuple d'anciens esclaves ou de captifs, comme nous dit Jean, avait osé rêver de liberté et d'égalité. Il y avait cru en ce rêve. Le temps d'une guerre victorieuse, il l'avait matérialisé en conquête
contre le colonialisme, l'esclavage, le racisme et leurs pratiques humiliantes, déshumanisantes. Debout, il s'était hissé pour faire sienne cette humanité et cette dignité qui lui avaient été refusées et pour lesquelles il a l'air de devoir se battre pour que jamais plus on ne la lui ravisse. Faire sienne, un siècle et demi plus tôt, la belle expression de Frantz Fanon, reprise par Achille Mbembe, sortir de la grande nuit d'avant la vie et rêver avec Aimé Césaire d'un soleil plus brillant et de plus pures étoiles. Mais comment l'incarner ce rêve, maintenant que le jour se levait et qu'il fallait pouvoir jouir de la pleine lumière? Comment habiter le rêve? Imaginer une toute nouvelle utopie qui ferait de cette terre symbole de liberté, un lieu de vie ancré dans des relations d'égalité et de respect, négation de l'ancien mode connu jusque-là. Comment construire du neuf sur les décombres d'un système vieux de 3 siècles, producteur et profiteur d'un trafic humain immensément lucratif et qui, sur notre bout d'île, venait de recevoir un coup fatal et être rejeté sans équivoque? N'y avait-il pas là quelque chose de l'ordre de l'impensable dans l'événement lui-même, quelque chose d'inacceptable qu'il fallait combattre, étouffer, en empêcher même l'existence? Du même coup, rayer des livres d'histoire les dates, les lieux, les femmes, les hommes, vainqueurs de l'ultime bataille contre les forces expéditionnaires venues rétablir l'esclavage? Ou alors les diaboliser et en faire des barbares? Mais les faits demeurent, les archives aussi, heureusement. 2 siècles et quelques années plus tard, au cours d'une rencontre tout à fait accidentelle, Jean-Pierre Le Glonec saisit au passage un nom, Vertières, et une date, le 18 novembre 1803. Merci à Marcel d'Origny. Marcel, tu es là? Merci à Marcel d'Origny d'avoir presque involontairement poussé la curiosité du professeur d'histoire à des recherches qui se traduiront par la publication de son important livre « L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti ». Mais plus encore, merci à Daniela Ferrière, notre immortelle, d'avoir introduit Vertières dans le dictionnaire français des noms propres. Ils n'étaient pas tous naïfs en ce temps-là, ceux qui avaient combattu et gagné. Ils savaient qu'il fallait rester vigilants, que le retour de l'innommable était possible et qu'il fallait faire vite pour construire du neuf. Qui, mieux qu'Aimé Césaire, dans sa tragédie du roi Christophe, n'a su faire du roi bâtisseur, n'a su faire dire au roi bâtisseur le sens à donner à ce nouveau statut de libre, le symbole à ériger au nom de cette liberté, la leçon à donner à ceux qui avaient fait d'eux pendant des siècles, hommes et femmes, la marchandise la plus convoitée des puissances esclavagistes. Et sa voix donne encore. Écoutez. Ce peuple doit se procurer, vouloir, réussir quelque chose d'impossible, contre le sort, contre l'histoire, contre la nature. Regardez, imaginez, sur cette peu commune plateforme, tournée vers le nord magnétique, 130 pieds de haut, 20 d'épaisseur les murs, chaud et cendre de bagasse, chaud et cendre de taureau, une citadelle. Pas un palais, pas un château fort pour protéger mon bien tenant. Je dis la citadelle, la liberté de tout un peuple, bâtie par le peuple tout entier, hommes et femmes, enfants et vieillards, bâtie pour le peuple tout entier. Voyez, sa tête est dans les nuages, ses pieds creusent l'abîme, ses bouches crachent la mitraille jusqu'au large des mers, jusqu'au fond des vallées. C'est une ville, une forteresse, un lourd cuirassier de pierre, inexpugnable, inexpugnable. À chaque peuple, ses monuments. À ce peuple qu'on voulut à genoux, il fallait un monument qui le mit debout. Le voici, surgit, vigie. Regardez, mais regardez donc, il vit, il corne dans le brouillard, il s'allume dans la nuit,
annulation du négrier, la formidable chevauchée. Mes amis, l'âcre ciel bu et le vin noir du sable, moi, nous, les culbutés de la grossule, j'ai vu l'énigmatique étrave, écumescent aux naseaux, défoncer la vague de la honte. Que mon peuple noir, salue l'odeur de la marée de l'avenir. Fin de citation. La puissance et l'imaginaire poétique méritaient bien cette longue citation dont la charge symbolique et métaphorique cisaille et sculpte chaque mot, chaque expression, chaque image et en rend le sens et la portée. Mon peuple noir. Le poète savait que la première constitution du pays souverain comportait l'article qui, dans son intention même, proclamait le refus des préjugés des colons, construit sur la frénésie des nuances, comme le dit Jean-Luc Bognol, l'aristocratie de l'épiderme, comme me dit Florence Gauthier, et je cite, « Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs », article 14 de la Constitution impériale de 1805. Nous savons aussi par ailleurs que la rhétorique des chefs, du roi comme de l'empereur, ne s'accordait en rien aux aspirations populaires. Qu'allait donc faire ce peuple noir qui, pour la première fois depuis l'arrachement, naissait véritablement à la vie libre? Il en avait déjà fait l'expérience 12 ans auparavant, dans les années de turbulence, lorsque le commissaire civil, voulant sauver la colonie face aux poussées autonomistes des grands planteurs esclavagistes, avait proclamé la liberté générale des esclaves. L'action politique de Toussaint Louverture et la guerre d'indépendance suivront peu après. Déjà en ce temps-là, la conception de la liberté telle que conçue par les anciens esclaves était tout à fait opposée à celle des chefs, donnant naissance à ce que les historiens ont nommé le conflit des libertés. Comment alors se saisir de cette liberté dont il fut largement l'instrument, lui, le captif esclavagisé, devenu nouveau libre, et en faire un paradigme d'égalité et d'émancipation? Que faire de ce territoire qu'il fallait maintenant habiter? Et surtout, cette terre qu'il a inlassablement travaillée pour les autres, allait-il pouvoir la transformer et en tirer fruit pour lui-même et pour sa famille? Comment organiser dorénavant le travail agricole et la production lorsque l'esclavage est aboli? On sait que les habitations des colons qui avaient fui lors de l'insurrection générale avaient été confisquées par l'administration française. Après l'indépendance, elles deviendront domaine privé de l'État haïtien. Michel Auriol, qui a fait sa thèse de doctorat sur la question foncière, qui a travaillé et travaille encore sur cette question en Haïti, relate que c'est sous les gouvernements de Pétion et de Boyer, entre 1809 et 1826, que plus de 100 000 hectares de terre seront distribués. Je cite, « Les habitations caféières des Mornes sont morcelées en dons de 5 carreaux en moyenne, un petit peu plus de 6 hectares. Les habitations sucrières des plaines sont vendues ou données dans leur totalité aux autorités civiles et militaires qui, à leur tour, vont vendre ou affermer une partie de leurs terres. » Point de citation. Les nouveaux libres s'installent sur les parcelles achetées ou reçues en dons et deviennent la nouvelle classe paysanne haïtienne. Michael Levy, lui, analyse la question de la paysannerie haïtienne en voyant, je cite, son émergence sous une forme embryonnaire, d'abord à l'intérieur même du système colonial esclavagiste, puis pendant les 13 années de lutte et de guerre pour la liberté et l'indépendance. Les places à vivre accordées aux esclaves pour assurer leur subsistance et les différentes formes de marronnage ont été des éléments déterminants dans la formation de la paysannerie haïtienne, puis l'avènement d'Haïti comme pays indépendant. Fin de citation. Et comme en écho, Caroline Fick-Ranchéry, je cite, « Nous pouvons donc émettre l'hypothèse que les origines de la paysannerie haïtienne remontent au lendemain de l'émancipation, voire même à l'époque de l'esclavage, avec les jardins nègres et l'expérience limitée du marché
que se forgèrent certains esclaves. Et à cette même époque, et de manière tout à fait paradoxale, alors que les luttes de pouvoir ont divisé le pays en République de l'Ouest et Royaume du Nord, Claire Bouyes Mariotti a bien documenté le fait qu'en même temps, je cite, Haïti était admirée par les intellectuels noirs américains et africains parce qu'elle avait pu s'extirper du joug de l'esclavage et parce que sa population et son gouvernement noir avaient su rester indépendants, preuve que les Noirs étaient capables de s'autogouverner et de progresser seuls sans la présence des Blancs. Fin de citation. Mais le bovarisme collectif dont parle Price Mars, l'interminable dialogue de sourds entre Haïti et ses élites dramatisé par Jean Casimir, le modèle social décrit par Carlos Elius, les voies opposées prises par l'État et la nation proposées par Michel Rolph Trouillot. Entre tout ça, il a fallu ouvrir des interstices pour se créer un mode de vie. Le peuple de la marge, femmes et hommes. Et dans cette marge, inventer le modèle de la contre-plantation, entre guillemets, en définissant un contre-espace, entre guillemets, celui-ci protecteur vis-à-vis d'un État qui, par ses lois et ses codes, instituait la marginalisation, et d'une élite qui ambitionnait de construire un État qui reflète ce qu'elle a appelé son idée avantageuse d'Haïti, mais qui en fait l'excluait. Le concept d'idée avantageuse d'Haïti a été largement expliqué par Delite Joseph dans son dernier livre. Et le modèle des subalternisés, définition adoptée par les études postcoloniales et décoloniales, issu d'un rêve égalitaire, s'incarnera pendant une bonne partie du XIXe siècle. Être libre, c'est avoir accès à la terre pour ses propres besoins, Caroline Fick, et viser à l'autosuffisance alimentaire, même si elle ne sera jamais parfaitement atteinte. Comment cela aurait-il été possible dans les conditions de précarité qui ont prévalu, le paysan laissé armé de sa seule roue coloniale et de son couteau d'igot, tiraillé dans le conflit entre les vivres alimentaires cultivés pour la survie et la pression pour continuer la cueillette du café et autres denrées d'exportation dont les taxes alimentent les caisses de l'État. Le café haïtien essentiellement exporté vers l'entrepôt du Havre, nous dit Gusty Gaillard, est donc la clé de voûte du paiement de la double dette, ce que certaines personnes appellent l'escroquerie du paiement de l'indemnité à la France de Charles X. Cette denrée est aussi, à cause des ressources douanières et du niveau des revenus des producteurs tellement précaires, le pivot du débouché haïtien pour les produits importés français, entre autres. Gusty Gaillard. Alors, le modèle et le rêve ont-ils résisté aux rigueurs et aux pressions du temps? Les régimes autoritaires qui niaient ces revendications de justice, le poids de la dette de l'indépendance, de la double dette, de la spirale de la dette, l'explosion démographique sur des ressources s'amenuisant, la dégradation environnementale, les campagnes anti-superstitieuses contre le vaudou, l'occupation militaire américaine, la corvée de force et l'humiliation d'une souveraineté bafouée, la répression des révoltes populaires, la double dictature du Valéris, la dérégulation des marchés d'importation ruinant la production nationale et depuis une trentaine d'années, une fausse transition démocratique. Et surtout, qu'est devenue aujourd'hui cette notion tout à fait originale de l'égalité, celle découlant de la communauté de souffrance, de ceux et celles qui avaient ensemble subi les humiliations, tortures et pratiques profondément déshumanisantes du système esclavagiste. Peu d'auteurs se sont penchés sur le sens des mots « malheureux »,« malheureuse », utilisés par les subalternisés pour exprimer ce qu'Alix René, dans son important dernier livre, a défini comme, je cite, l'imaginaire d'une confraternité de souffrance. En Haïti, on ne se définit pas comme miséreux, ni même comme pauvre, ce label venu d'ailleurs, mais comme malheureux,
malheureuses, comme ceux et celles qui portent dans leur corps même et dans leur mémoire une somme inimaginable de souffrances qui exige de la part de l'autre reconnaissance et respect. Alix René nous en donne une belle explication, je cite. « Si le sens général des objectifs poursuivis par les anciens captifs dans leur lutte pour la petite propriété, condition première de leur autonomie, était évident, ils avaient aussi donné des contenus surprenants à la liberté et à l'égalité, combinant les droits d'autonomie individuelle proclamés par la Révolution au droit à la protection contre la souffrance, produisant de cette manière une citoyenneté qui associait politique et éthique, et moi j'ajoute esthétique, dépassant les limites de la loi. Cette définition de la liberté et de l'égalité met à nu des tensions dans les relations économiques post-esclavagistes, des préoccupations politiques et surtout des appréhensions d'ordre éthique où l'honneur, le respect et la dignité sont présentés comme des objectifs à atteindre par des individus qui ont été exposés à la mort sociale dont parle Orlando Patterson sur la plantation. On ne peut s'étonner alors du cérémonial d'accueil de l'autre, du voisin comme de l'étranger, dans toute maison paysanne haïtienne. Honneur, dit celui ou celle qui s'arrête sur le seuil de la maison. Respect, dit celui ou celle qui reçoit et accueille l'autre avec dignité en l'invitant à prendre siège. Ce monde rural, son mode de vie, ses croyances, ses conflits, ses malheurs, ses espérances vont nourrir l'imaginaire de presque tous nos écrivains. Les plus célèbres, Jacques Roumain, Jacques-Stéphane Alexis, jusqu'à Yannick Laens, ici présente. De nos poètes, de nos peintres et pratiquement de tous nos artistes et de tous nos intellectuels qui font des recherches sur ce pays et sur ce peuple. C'est de ce terroir que surgira ce que notre culture a de plus beau, de plus créatif à offrir au monde. Cette manière d'être, d'habiter le rêve d'une humanité d'honneur et de respect se manifeste encore aujourd'hui dans des pratiques de convivialité que les duretés de la vie n'ont pas émoussées. On les retrouve dans cette communauté de Gros Morne, dans la région de l'Artibonite où je travaille, avec mes équipes, mes collègues, qui refusent de se laisser instrumentaliser par les politiciens traditionnels pour en faire une base électorale ou par les projets qui risquent de la détourner de la mission qu'elle s'est donnée. Dans cette région isolée se construit patiemment, depuis plusieurs décennies, une capacité de prise en charge des infrastructures collectives par la mobilisation citoyenne volontaire de chaque homme, de chaque femme, même des enfants, des adultes fortement conscients qu'attendre de l'État prendra du temps. Gros Morne n'est qu'un simple exemple parmi tant d'autres, et cette forme d'engagement existe encore un peu partout dans le pays. Nous en sommes témoins. À Saint-Louis-du-Sud, à Jérémie, à Abricot, à Campérin, à Jean Rabel, à Jacmel, etc. Et bien sûr, dans ce Port-au-Prince, encombré de satellites urbains, l'expression est de syndic, tête syndic, deux exemples emblématiques sont porteurs d'utopie. Celui du parc de Martissan, et je vais vous passer quelques diapos de ce parc, que la fondation dont je suis la présidente construit dans un quartier en déshérence de la capitale, et celui d'un groupe d'artistes, Nous prend la Rie, qui a décidé d'investir l'espace public en amenant l'art dans des lieux non traditionnels, socialement ségrégés, invitant à une plus grande mixité sur les places publiques et dans les quartiers populaires. Alors, quelques images du parc. Ici, c'est un centre culturel que nous avons construit à l'intérieur de cet espace que nous avons pu faire déclarer d'utilité publique. Il s'agissait de sauver le dernier boisé de Port-au-Prince,
à peu près 21 hectares. Et ici, il y a un centre culturel, une bibliothèque, et d'ailleurs, les enfants fréquentent énormément ce lieu, cette bibliothèque. Nous avons un jardin de plantes médicinales qui est également très fréquenté par les écoliers de la zone, qui trouvent toutes sortes de loisirs, d'éducation, de rencontres, de lieux de socialisation, de lieux d'apprentissage, de lieux d'espérance aussi, et de lieux où les artistes eux-mêmes viennent. Nous avons un jardin mémorial. Ce quartier a été extrêmement éprouvé par le tremblement de terre, donc nous avons, les gens de la communauté nous ont demandé d'en faire un jardin du mémorial en hommage aux victimes du 12 janvier, du tremblement de terre. Le jardin de plantes médicinales, nous avons 3 sources qui traversent le parc, dont une cascade. Donc c'est un lieu remarquable que nous avons construit, qui est encore en construction. Je dis souvent qu'en Haïti, quand on se lance dans ce genre de grands projets, tu as utilisé passerelle et pont et Darlene. Eh bien, moi, je dis, nous sommes sur le pont que nous construisons. C'est l'image que nous avons dans ce pays où presque tout semble réversible. Donc, dans l'un et l'autre cas, que ce soit dans le parc ou pour ces jeunes artistes qui n'ayant aucun lieu où exposer leurs œuvres, les artistes des quartiers populaires ont décidé de nous prendre la rue, nous prenons la rue, nous investissons la rue. Et les voilà, après une exposition qui avait eu lieu sur la place Sainte-Anne, et ils en font à Martissan, au Bel-Air et dans tous les quartiers populaires de la ville. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de la valorisation d'un patrimoine naturel, culturel, artistique, historique, immatériel, en le mettant à la disposition de populations qui, autrement, n'en auraient pas droit. Aujourd'hui, il existe une littérature de plus en plus importante sur le rôle que peuvent jouer les infrastructures sociales, les parcs publics, les espaces culturels, les bibliothèques, dans la lutte contre les inégalités et le déclin de l'action civique. Qui mieux que cette résidente du quartier de Martissan a su l'exprimer en se promenant avec fierté dans le parc. Et je cite, « Ce n'est pas parce que nous sommes des laissés-pour-compte que nous n'avons pas droit à la beauté. » Fin de citation. Alors que nous sommes plongés une nouvelle fois dans une crise dont le dénouement nous semble incertain, il existe en même temps un peuple qui résiste, qui crée, qui explore, qui cherche, qui invente, ne serait-ce que pour conjurer le malheur toujours possible et défier la précarité toujours présente. Mais que reste-t-il aujourd'hui de l'ancrage territorial de la petite propriété familiale marchande du monde rural quand tout s'est fait au fil du temps pour la déstructurer? Alors que dans le monde, on s'interroge sur les méfaits de l'agriculture industrielle en souhaitant un retour à la petite propriété soucieuse de son environnement, peut-on vraiment y travailler et rêver de son éventuel retour? Peut-on oser croire à un aménagement qui rende au territoire ses possibles? Quel serait le rôle des femmes, de nos diasporas, de nos universités? Ceci peut-il se faire sans le recours de la science et de la technologie, dans des déterminations propres à nous, à nos enjeux, à nos défis? Ces interrogations, aussi légitimes soient-elles, nous donnent en même temps la mesure de notre fragilité. Elles nous forcent à prendre en compte la complexité de notre situation dans ce monde globalisé, de revisiter notre histoire telle qu'elle se situe dans la grande histoire et dans l'histoire de la Caraïbe, et de questionner le bien-fondé même de nos actions. Ces moments de doute sont somme toute salutaires, puisqu'ils nous portent à la réflexion, à nous ouvrir au courant de pensée qui nous offre de nouveaux horizons, à en saisir les fondements, loin des slogans
et des anathèmes. Je cite pour finir Achille Mbembe. La pensée coloniale, nous dit Achille Mbembe, est également une pensée du rêve. Le rêve d'une nouvelle forme d'humanisme, un humanisme critique qui serait fondé avant tout sur le partage de ce qui nous différencie, en deçà de tous les absolus. Fin de citation. Cette part de rêve nous habite toujours. Elle nous invite à l'action, au-delà même de toute forme de désespérance. Je vous remercie. Merci. Oui, parce que dans cette entreprise, la leçon inaugurale, l'enseignement et le colloque, il s'agit, comme je l'ai dit ce matin, de présenter Haïti au-delà des statistiques de la Banque mondiale, du FMI ou du journal de 20 heures.